Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez en France ou au Liban. Je suis ravi de vous accueillir au nom de l'Institut français de Tripoli à cette nouvelle aventure 2.0. Et oui, encore une aventure numérique, puisque nous sommes pour la troisième fois déjà confinés. Et vu les conditions sanitaires actuelles au Liban, j'en profite pour vous faire remarquer que rarement le thème d'une rencontre n'aura été si coordonné avec la réalité vécue. Oui. Je ne fais pas seulement référence ici à la confinerie généralisée dans laquelle le Liban entier se trouve en ce moment même, mais aussi aux manifestations de colère qui secouent depuis plusieurs jours la ville de Tripoli. Enfin, nous reviendrons bien évidemment sur ces questions tout à l'heure avec Olivier, lorsque nous aborderons en détail les différents sujets qu'il explore dans la confinerie orientale. Oui. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire aussi à quel point je suis ravi d'avoir pu avoir comme partenaire pour cette rencontre la Caravane des 10 mots, un projet francophone né à Lyon qui œuvre, tout comme l'Institut français, à promouvoir la culture, l'art et la langue française dans le monde entier. Je prie donc Monsieur Thierry Ozer, directeur de la Caravane, de recevoir mes salutations les plus chaleureuses. Mais revenons à notre histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble plusieurs choses. Premièrement, qu'il existe toujours des auteurs français, amoureux du Liban, cachés jusqu'à Tripoli. Deuxièmement, que ces auteurs peuvent s'avérer des observateurs instructifs de ce qui se déroule dans le pays du Cèdre. Et troisièmement, que la création artistique continue de faire feu de tout bois, qu'importent les circonstances et les difficultés. Et Dieu sait qu'il y en a en ce moment à Tripoli tout particulièrement. Car enfin, à travers la présentation de la confinerie orientale et la rencontre de son auteur aujourd'hui, ce que nous allons découvrir, c'est la manière dont un individu, depuis les contours d'une vie somme toute normale, peut trouver, dans un contexte d'effondrement angoissant, une inspiration esthétique propre. C'est donc par un juste retour à l'ordre des choses, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, que j'aimerais vous présenter l'auteur de la confinerie orientale, bande dessinée publiée ce mois-ci aux éditions henriettemarinière.org. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'Olivier Garot, dont le nom d'auteur est Zarbo, mais qui a aussi signé sous les pseudonymes de Zalegras et Abou Kouki, semble avoir eu un passé pour le moins intrigant. En allant voir du côté de son site, j'ai fait ici un peu de pub, allez voir sur www.zarbo.info, on peut lire qu'il dit avoir été notamment ingénieur, professeur, administratif, poète, mercenaire ou encore chef d'entreprise. Pour nous perdre encore un peu plus, il dit aussi avoir vécu au Cameroun, au Canada, au Chili, en France, au Liban, au Maroc, en Roumanie et au Vietnam, rien que ça. Mais aujourd'hui, enfin, tout est plus clair. Il est dessinateur, scénariste de bande dessinée et vit avec sa femme Amina, Tripoli. Au moins, pas de mystère là-dessus. Tout est dit dans la BD. Il a déjà publié d'ailleurs plusieurs ouvrages, souvent disponibles sur Internet, tels que 50 semaines à la tête du bureau, L'île du B ou encore Tailleur de rêve. Et sans plus attendre d'ailleurs, je vais passer la main à Olivier qui va vous présenter une vidéo. Bonsoir à tous. Merci à l'Institut d'avoir organisé ça. Je voudrais juste dire un tout petit mot qui va peut-être résonner avec notre actualité. La vie d'un dessinateur de bande dessinée, en fait, c'est s'enfermer pendant quelques mois. Là, j'ai mis 8 mois pour faire cet ouvrage. Donc, la confinerie orientale, que certains ont déjà eu et que d'autres auront bientôt peut-être. 8 mois de travail, donc c'est une forme de confinement où on s'enterre face à sa tablette graphique et on dessine, on écrit, on dessine. Et donc j'ai eu cette période qui a coïncidé avec le confinement au Liban et en France. Et puis la vie d'un dessinateur, c'est ensuite une période de déconfinement où on affronte un public, ses lecteurs, on va faire des signatures, discuter avec les lecteurs. Et cette période-là, elle est malheureusement, aujourd'hui, elle coïncide avec un reconfinement au Liban. Et donc, on devait faire une présentation de ce livre à l'Institut français de Tripoli.
Eh bien, on va pouvoir commencer un petit peu. Alors, vous avez vu un peu visuellement déjà des images, à quoi ça ressemble. Euh, alors évidemment, ici, autant de personnes que vous êtes, personne n'a pu, pour l'instant, véritablement lire cette bande dessinée puisqu'elle vient à peine de sortir. Et donc, l'idée, c'est de la découvrir un peu ensemble. Alors, partons du début, déjà du titre. Moi, j'ai envie de te poser comme question, Olivier, pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre faussement mignon, la confinerie orientale? Confinerie, c'est un néologisme, il me semble. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers ce mot, ce néologisme? Alors, effectivement, et tu as raison, ce mot n'existe pas. Enfin, pour l'instant, il n'existe pas. J'espère qu'il existera bientôt. En fait, il y a un double jeu de mots que j'ai été chercher parce que au début, j'avais pris comme nom pour cette BD Chronique du confinement. Et puis, ça me paraissait pas recouvrir ce que je racontais. Alors, où est le double jeu de mots? D'abord, c'est un mot qui est une concaténation de deux choses, la confinerie, la confiserie et la connerie. Donc, confiserie et connerie, vous voyez tout de suite les deux aspects qui habitent ce livre. Mais par ailleurs, il y a peut-être un deuxième jeu de mots qui est peut-être plus subtil. C'est les terminaisons en ri, en eurie, qui désignent en fait un lieu, un local. Par exemple, la boulangerie, c'est l'endroit où le boulanger travaille. L'épicerie, c'est l'endroit où l'épicier travaille. Et donc, la confinerie, c'est l'endroit où on est confiné. Mais ces terminaisons en eurie veulent, en français, veulent aussi dire un état d'esprit. Par exemple, la rêverie, c'est l'état dans lequel on est lorsque l'on rêve. La tromperie, c'est quand on trompe, etc. Et là, on voyait, on est à la fois dans un lieu et dans un état émotionnel qui donne la confinerie finalement. Voilà. Donc c'est un peu ça que j'ai cherché, et puis j'étais très content quand j'ai trouvé ce mot, quand je l'ai construit en fait. Et oui, c'est assez bien vu. D'ailleurs, mon correcteur orthographique me le rappelait sans cesse. À chaque fois, il voulait me changer le mot confinerie par confiserie. Je me suis battu avec plusieurs fois en préparant cette rencontre. Mais les confiseries orientales sont grandioses. Hein. Il faudra quand même qu'on dise à nos amis qui sont dans le monde entier que c'est à Tripoli qu'on a les meilleurs gâteaux du monde entier. Hein. Donc venez à Tripoli les goûter. Oui. Et du coup, Tripoli, c'est aussi l'Orient. Et dans le titre, il y a confinerie, mais il y a aussi orientale. Et alors moi, ça m'a interpellé un petit peu. Je me suis demandé, mais alors pourquoi préciser confinerie orientale finalement, puisque quand on est confiné, eh bien, on se retrouve enfermé entre quatre murs, qu'on soit en Occident ou en Orient, ça fait pas grande différence. Alors pourquoi est-ce que tu as tellement insisté à mettre l'adjectif oriental? Ah bon, alors c'est vrai qu'il y a a priori pas de différence sur le confinement. On retrouve notamment les mêmes paradoxes. Le fait on est des animaux sociaux et on nous oblige à nous enfermer, à nous isoler et en même temps à continuer une activité sociale, ne serait-ce que travailler par exemple, mais on le fait à distance. Donc ça, c'est assez général. Mais en même temps, il y a quand même des vraies différences en Orient et pour aller très vite, je dirais qu'une des différences que je note, c'est quand même le rapport à la loi et à la norme, ou en tout cas dans ce nord du Liban. Il est quand même beaucoup plus souple et plus flexible. Et je crois que c'est ce qu'on voit un peu dans le livre, que finalement, il y a des interdits. Il y a même beaucoup plus d'interdits qu'en France, mais il y a beaucoup plus de liberté. Et le confinement et la confinerie, ça fonctionne comme ça. D'accord. Et justement, du coup, cette différence de culture, un petit peu, tu la montres assez bien, puisque dans la BD, tu décris véritablement les habitants du quartier de Mina à Tripoli où tu te trouves, où tu es installé avec ta femme.
qui est juste derrière, qu'on vient de voir, Anne. Tu dessines les commerçants, les voisins, les artisans, les enfants qui jouent dans la rue, les marchands de la corniche. Et alors, justement, à l'instant, tu étais en train de dire qu'il y avait une différence au niveau du respect de la règle, des lois. Et je voulais te demander, puisque tu les as tellement observés d'assez près, ces Tripolitains, ces Libanais, comment est-ce qu'ils ont réagi, les Tripolitains, notamment suite au premier confinement en mars dernier, puisque la BD commence à ce moment-là. Comment tu as compris cette réaction des Tripolitains face au confinement en mars dernier et quel écho ça fait aujourd'hui quand tu vois la rue en colère qui actuellement est embrasé pour dire qu'il faut mettre fin à ce confinement parce que les gens sont en train de mourir de faim. Alors, le rapport au confinement, comment il a été vécu du coup dans cette BD? Comment tu le racontes? En fait, effectivement, j'ai commencé la bande dessinée, celle-là, comme un journal du confinement de notre vie à nous. Et puis très vite, je me suis aperçu qu'autour de nous, il y avait plein de gens qui faisaient plein de choses. Donc, c'est Tripolitains ou ces mignottes, les habitants de Mina qui vaquaient à leurs occupations, avec leurs problèmes et leurs soucis, et notamment au fur et à mesure que le confinement s'est avancé, les gens au début avaient très peur de la pandémie, et puis excusez-nous, mais on a le chat qui arrête pas de circuler. Il est très curieux de vous voir sur Zoom. Le chat qui est un personnage phare de la BD d'ailleurs. Voilà. Justement, il veut participer aussi à ce Zoom. Et donc, les gens qui avaient au début très peur, après ont eu beaucoup moins peur et surtout étaient beaucoup plus motivés par leurs besoins immédiats qui étaient de vivre, de manger, de trouver, de travailler, etc. Donc, et c'est là que, en observant tout ça, que finalement j'ai construit ce livre, et je me suis à un moment donné vraiment interrogé sur ce qui se passait autour de nous. Et c'est pour ça que peut-être que le mot oriental est important dans le titre, parce qu'on se trouve en Orient, et c'est là ce que je raconte, c'est ce qui se passe ici, quoi, en Orient, pas en France. Oui. Et du coup, ça fait la transition parfaite pour ma prochaine question, parce que je voulais faire remarquer justement que dans la confinerie orientale, il y a un véritable souci de décrire avec exactitude et objectivité, et ça c'est important, je dirais même avec une dimension journalistique, la réalité du déclin libanais qu'on a connu ici durant cette dernière année. Alors, est-ce que c'est aussi ça, la confinerie orientale? C'est une sorte de... Est-ce que tu as voulu vraiment en faire une sorte de témoignage historique de la réalité d'un pays à une époque donnée? Oui, alors là, on touche ma démarche au sens plus général, parce que ce que j'essaie de faire quand je raconte des histoires, c'est j'oscille entre journalisme et anthropologie. D'un point de vue journalisme, je raconte au jour le jour ce que je vois, et puis j'essaye de sourcer avec soit d'autres news ou des textes ou des choses que je récupère, soit des témoignages. J'interroge les gens, je discute avec eux, je leur pose des questions que je retranscris dans le livre. Et puis d'un point de vue anthropologie, j'ai un point de vue qui est très particulier, qui est ce qu'on appelle une posture d'acteur réflexif, c'est-à-dire que je participe à ce que je raconte, je suis acteur, et je m'interroge sur ce que je vois et sur ce que mes actions ou les actions des autres autour de moi génèrent. Et donc, il y a tout ce travail qui fait que finalement, je décris pas simplement ce qui se passe autour de moi, mais je me pose des questions et je m'interroge sur sur le sens de ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement dans cette espèce de... on est dans un moment qui est un peu charnière pour le Liban, où on a cette impression, peut-être que dans 10 ans, ça ne sera pas ça le moment charnière, mais on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui se délitent et qu'on l'observe, et que le confinement n'est pas très important finalement. Ce qui est important, c'est cette crise sociale, économique, financière,
et puis surtout social, je crois. Hein, voilà. Et en plus, à Mina, qui est un peu excentré au Liban, on n'est pas dans la capitale, on n'est pas à Beyrouth, je crois que les choses sont encore plus graves qu'ailleurs. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors pourquoi à Mina particulièrement les choses seraient plus graves? Sur la question sociale, tu parles? Oui, oui, oui. On est dans notre quartier. On a 2 tiers. Il y a 3 ans, il y avait 2 tiers des gens qui étaient sous le seuil de pauvreté. Tu vois. Euh, donc aujourd'hui, le Liban, on est à peu près à la moitié de la population. Alors c'est énorme, hein, mais je crois que c'est encore plus grave ici à Mina ou à Tripoli d'ailleurs. Hein. À Tripoli, on est dans les mêmes chiffres. Oui. D'ailleurs, ça fait bien 3 ans, n'est-ce pas, que vous êtes installé avec Anne à Mina? Oui, oui, ça fait 3 ans qu'on est là. Oui. Oui. Ouais, donc vous avez vraiment vu ce déclin que tu racontes en fait. Vous avez connu l'âge d'or finalement il y a 3 ans. On peut le voir aujourd'hui comme une espèce d'Eldorado dans le passé, où malgré tous les problèmes qu'il y avait à l'époque, c'est rien comparé à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Hmm. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant finalement du coup ce recul que tu as parce que c'est ce qui permet en fait dans la BD d'assister à cet effondrement progressif du Liban, qui est à la fois loin et proche de nous déjà seulement un an après. Tu vois, la BD, elle commence sur les ruines de cette révolution d'octobre de 2020, 19. 19. Ah oui, déjà, ouais. De la révolution de 2019, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'elle est en train de reprendre aujourd'hui? À voir. Puis ensuite, on assiste à la chute de la livre libanaise, qui au départ passe de 1500 livres pour $1 à 2000 livres, et puis à 3000 livres, puis 4000, et jusqu'à atteindre les 8000, aujourd'hui les 8500. D'ailleurs, tu racontes dans la BD toutes les fois où Anne essaie d'aller à la banque, les problèmes que tous les Libanais ont pu connaître à ce moment-là pour retirer leur devise, etc. Et puis on assiste aussi aux violences des Tripolitains contre les banques. Il y a eu beaucoup de violences jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il me semble il me semble pas, je suis sûr que les banques sont encore barricadées plus ou moins. C'est compliqué. Ça, tu le racontes dans la bande dessinée. Avec les premières inquiétudes de l'arrivée de la pandémie, l'explosion du port, etc. J'en passe, tu retraces toute l'année. Donc, toi, comment tu l'as vécu personnellement cette année noire pour le Liban? Alors, ça, c'est vraiment une question qui est au cœur de mon travail, je crois, parce que j'ai dû jongler en permanence avec trois aspects assez différents. D'abord, comme dessinateur, j'étais chez moi et il se passait rien. Même le confinement au début, pour moi, c'était, je me suis même pas aperçu qu'on était confiné. Comme dessinateur, au début, d'ailleurs, je passe une partie de la BD à raconter c'est rien. C'est-à-dire que c'est presque paradoxal, je raconte rien, en fait. Bon, j'espère que c'est intéressant quand même, mais donc ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est je suis un être humain et j'aime le Liban, je me sens bien ici et comme beaucoup de gens qui apprécient le Liban avec un regard un peu extérieur, on est très en colère contre ce qui se passe parce que on se dit il y a plein de choses qui pourraient aller mieux ou qui pourraient être évitées de manières différentes. Je ne veux pas faire de politique, mais là, il y a un sentiment un peu de révolte. Hein. J'étais assez en empathie avec la révolution de 2019 dont tu as parlé. Et puis, le troisième aspect, qui est vraiment très, très différent, c'est comme observateur ou comme acteur réflexif, j'essaye de regarder, mais de me tenir à distance de tout ça et d'être le plus objectif possible. Alors l'objectivité n'existe pas, hein, c'est clair, mais j'ai essayé en permanence de m'interroger, de regarder, de me poser des questions sur ce que je voyais, tout ça, en essayant de ne pas mettre en avant ma colère, en essayant de ne pas rester enfermé chez moi non plus comme dessinateur. Et en permanence, au travers de ce travail, j'ai dû jongler avec ces trois aspects. Et je crois que la bande dessinée est un média qui permet d'aller dans ce sens et de mettre en avant ces trois aspects. Oui. Et donc ça te permet justement de prendre une espèce de distance, de raconter un peu ton vécu,
et en même temps une réalité externe. Alors moi, ça m'a vraiment fait penser, cette insertion dans le réel d'une subjectivité propre, ça m'a fait penser à des BD tels que L'Arabe du futur de Riyad Sattouf ou Persépolis de Marjane Satrapi ou encore même Zena Abirached qui se met moins elle-même en avant, plutôt des gens de sa famille, mais où on a une volonté de décrire le réel qui se trouve imbriqué dans un récit complètement autobiographique. Alors, je voulais te poser une question très simple, enfin, peut-être pas si simple que ça, mais comment est-ce qu'on joue entre deux formes de narration? Comment est-ce qu'on passe du journalisme au journal intime? Et pourquoi les croiser? Quel intérêt ça peut avoir? Ouais. Alors d'abord, merci pour la comparaison avec ces auteurs que j'admire beaucoup, hein, ces trois auteurs, hein, Persépolis ou Je me souviens, etc. Mon but est de raconter des histoires. Bon, donc de faire de la narration, de narrer. Peut-être qu'il faut, pour répondre à ta question, il faut remonter à qu'est-ce qu'une narration, pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires. Alors, il y a évidemment une réponse, il y a plein de réponses, mais il y en a une toute simple, c'est distraire les gens, leur amener, les amuser, leur faire passer du bon temps, tout ça. Une autre réponse, c'est on raconte des histoires aussi pour enseigner. Hein, les contes avec une morale en font partie. Moi, mon objectif dans la narration, je suis narrateur pour principalement deux choses. D'abord, raconter l'invisible, c'est-à-dire raconter ce dont on ne parle pas. Les gens justement autour de moi, autour de nous, Amina, personne n'en parle. Leur vie, elle est invisible. C'est des anonymes, personne. Donc j'ai cette volonté de témoigner de ça. Bon. Donc ça, c'est un premier objectif. Et puis il y a un deuxième objectif qui est porté par certaines narrations. Et par exemple, quand tu citais Marjane Satrapi avec Persépolis, je crois qu'elle est là-dedans, c'est aussi aider à digérer ce qui se passe. C'est-à-dire raconter des choses qui sont difficiles à raconter parce qu'elles sont terribles, elles sont difficiles, elles sont violentes. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui au Liban. Hein. Même si nous ne sommes pas touchés dans nos corps mais il y a une violence à l'œuvre qui est terrible vis-à-vis des Libanais. Et je crois que la narration permet de digérer cela. C'est un peu les deux objectifs et la bande dessinée est particulièrement, je pense, bien adaptée. C'est pour ça que tu as cité des auteurs qui ont... il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Dans la bande dessinée moderne, il y a tout un courant dans ce sens. Raconter ce qui ne se raconte pas et mettre en lumière ce qui ne se voit pas. Voilà. Et donc, c'est un peu ça mon objectif aujourd'hui en tant qu'auteur. D'accord, c'est peut-être l'occasion pour moi de te poser la question de tes influences. Du coup, qui t'a influencé vraiment dans ton processus de créatif en bande dessinée? Anne, bien sûr, le chat aussi. Non, j'ai des influences qui sont assez classiques dans la bande dessinée avec des gens comme Hugo Pratt ou Tardy qui sont graphiquement, hein, c'est des auteurs que j'admire beaucoup, qui sont des grands classiques aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, il y a tout ce qui est effectivement les auteurs que tu as cités. Hein, Zeina Abichareb, j'adore cette auteure, ce qu'elle raconte. Bon, elle parle du Liban, mais Abirached. Je suis pas très. Oui. Oui. Mais Marjane Satrapi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi graphiquement. Je sais pas, je me rappelle plus lequel, le troisième. Ah oui, Sattouf et en tout cas sur l'Arabe du futur, je trouve que c'est très 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 intéressant ce qu'il fait et très impressionnant. Je pense aussi à Guy Delisle
qui est un Québécois et qui a écrit notamment les Chroniques de Jérusalem, où il raconte son expérience, où il fait comme moi, je fais comme lui, je dirais plutôt. Il suit sa femme qui travaille à Médecins sans frontières à Jérusalem et il témoigne un peu de ce qui se passe dans les territoires palestiniens en racontant sa vie. Voilà. Ça, c'est un peu comme ça, hein, rapidement mes influences. D'accord. Pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur cette question de la catharsis, enfin, je sais pas si tu n'as pas utilisé le mot catharsis, peut-être que je déborde un peu en l'employant, mais quand tu parlais de vraiment digérer un peu ces choses difficiles à vivre au quotidien, etc. Dans la BD, on voit vraiment que tu racontes la gravité, l'horreur du déclin du Liban, le peuple qui sombre dans la misère, etc. Et face à ça, on a un personnage principal, toi, représenté, qui est calme, ennuyé presque, tranquille, qui panique jamais, qui est attaché aux choses simples, aux petites choses. Il y a cette blague récurrente du Roquefort. Toi et Anne, vous adorez le Roquefort, vous en cherchez partout. L'arac, les copains, vous cherchez des petites choses simples et jamais il y a de moments de panique malgré tout ce qui se passe autour. Alors qu'est-ce que tu as voulu montrer finalement en représentant un personnage relativement serein qui se laisse pas aller au tragique? Alors, bon, j'aime beaucoup rire, hein. J'aime beaucoup rire, j'aime ce qui est drôle. Je pense que j'ai essayé de faire quelque chose de drôle, malgré la difficulté de ce travail et du contexte, et malgré le fait que, quand même, le confinement, c'est lié à une pandémie, il y a des gens qui meurent partout dans le monde. Il y a d'ailleurs ce décompte un peu macabre qu'on fait, au moins sur la première partie du livre, du nombre de morts jour par jour, quasiment jour par jour. Mais à côté de ça, on rigole tout le temps, hein, et je crois que ça aide un peu à lire. Si ça avait été une BD qui était sinistre du début à la fin, ça serait terrible, quoi. Donc là, j'ai essayé de faire ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de faire des blagues de temps en temps, de tirer des fils avec les blagues. Ceci dit, tu as cité le Roquefort, mais en général, ces blagues, elles ont toujours des doubles sens, hein. Tu vois à la fin, le Roquefort français, le fromage français est tout à fait lié à l'initiative de Macron et finalement qui finit en queue de poisson, enfin pour l'instant en tout cas. Et donc les blagues apportent ce sens-là supplémentaire. Tu sais ça, Emmanuel, hein? Comment? Oui, bientôt, il faudrait que tu dises aux participants. Oui, en effet, ça va couper dans 1 minute 54. On n'a pas la licence Zoom, mais ce n'est pas grave parce que j'ai un teaser pour vous. Après la coupure, on va tous se reconnecter avec les mêmes identifiants et on va découvrir ensemble une planche, la conception d'une planche à travers ces différentes étapes par Olivier. Donc là, il nous reste 1 minute 35. Du coup, c'est peut-être pas la peine effectivement que je pose ma prochaine question. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous déconnecter et puis de vous reconnecter exactement avec les mêmes identifiants et le même code. Et puis voilà, on se retrouve tous dans 2 minutes comme ça, si vous voulez bien. Je déconnecte. Il y a des messages sur la discussion si j'ai pas eu le temps d'aller voir. Oui. Oui, alors on peut prendre 1 minute pour faire ça. Allez, 1 minute 4 avant la coupure. Les messages sur le groupe. Bonjour de Abdallah Rassi, c'est qui nous dit l'enseignant. le micro, de Tristan de France. Voilà, les synonymes. Bonjour Madame Samar. Bah, c'est bien, on se salue tous les uns les autres, c'est excellent. Voilà. Il reste moins d'1 minute, donc je propose je vais couper la... Ouais. Et c'est toi qui relance, Emmanuel? Et oui, c'est à moi de relancer normalement, oui. Okay, alors vas-y. Non, à tout de suite. À tout de suite. À la réunion. On se retrouve après la pub. Oui.